Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est, nous n'allons pas dire 23h, mais nous sommes à 23h et peut-être passé de quelques minutes. Mais nous sommes là ce soir pour continuer notre émission sur le Con et le FAMLA. Rappelez-vous, nous avons commencé avec ce thème il y a de cela quelques semaines. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce thème et je vais donner la possibilité au professeur Emmanuel Glipot, qui est le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. On saura de quoi il est question ce soir et surtout qu'est-ce qui va argumenter ou alors qu'est-ce qui va meubler notre soirée. Nous allons passer 1 heure ensemble, bien entendu avec votre chronique, la réflexion et bien sûr les messages que nous attendons via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Bonsoir professeur. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous les téléspectateurs des milliers de Canal 2 International et surtout vous qui avez choisi Le Monde Inconnu comme quoi c'est votre émission. Nous sommes avec vous une fois de plus et nous sommes heureux de vous honorer ou alors de nous honorer parce que ça dépend de qui honore les qui. D'accord, voilà. Disons qu'on s'honore mutuellement. Ouais. Alors ce soir, de quoi il est question? Nous restons bien sûr dans le Con et FAMLA, mais cette fois-ci, on va prendre quel couloir ou alors quel angle de ce thème? Alors, disons que ce soir, nous allons chevaucher entre ce que nous avons commencé à expliquer dernièrement concernant les rapports de force et quelle relation ces rapports de force ont-elles avec les sociétés secrètes et comment ces sociétés secrètes se forment. Parce qu'il faut que les gens comprennent une chose, nous ne sommes pas dans des émissions, dans un cadre d'émission classique. Nous sommes dans une émission disons éducative. Ça veut dire que nous essayons à ce que nous fassions ce peu que nous pouvons pour que les gens se prennent en charge. Donc nous ne débattons pas, nous n'enseignons pas parce que peut-être on ne sait rien, mais tout au moins nous évoquons des aspects de la vie qui doivent susciter de la curiosité. Parce que nous constatons que les gens ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes. Ils pensent qu'ils le deviennent en allant à l'école, ils le deviennent en ayant, je ne sais pas moi quoi, pris contact avec d'autres gens et que par eux-mêmes ils ne sont rien. Nous insistons qu'en métaphysique, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire et que notre cours doit commencer ce soir sous un autre prisme. J'étais déjà en train de vous demander puisque nous ne sommes qu'à l'introduction de l'émission, alors disons que le prochain arrêt c'est tout de suite avec la chronique qui va bien entendu nous présenter le thème de ce soir. On a dit le rapport ou alors la corrélation entre les rapports de force que nous avons vus une édition passée et les sociétés secrètes. On se retrouve juste après cet élément. Le Con et le FAMLA, deuxième partie. Lors de la première phase explicative abordée au cours de l'une de nos éditions, nous nous sommes appesantis sur le rapport de force qui fait l'inadéquation de l'existence des différentes classes de personnes dans une société donnée. C'était pour expliquer que la nature trouve normal qu'il y ait des classes, non seulement chez les hommes, mais aussi dans le monde minéral où toutes les pierres n'ont ni la même taille ni le même pouvoir. Idem, du monde végétal, toutes les plantes, herbes et autres ne sont également pas les mêmes. Une situation qu'on rencontre partout, même dans les obédiences religieuses et occultes. Les personnes qui s'y rassemblent ne sont pas les mêmes. La pratique de l'amour du prochain tel que recommandé dans certains de ce mouvement n'est qu'un simple verbiage. À ce stade, on constate sans équivoque chez tous les vivants, surtout ceux du règne animal, le pourquoi la question de rapport de force n'est que normale. Du coup, tous ceux qui sont sous une telle influence, cela prouve que leur côté animal
n'est jusque-là pas maîtrisée. Du point de vue métaphysique, il est vrai que cette analyse prend une autre orientation, car ici les choses diffèrent par rapport à ce qui serait du registre politique, lequel fait d'impérialisme formel avec une classification de personnes dans la société allant dans tous les sens jusqu'au mépris de l'autre. Métaphysiquement, chaque personne qui fait partie de la classe supérieure a pour obligations et devoirs de protéger tout individu faisant partie de la classe inférieure. Il s'agit de provoquer une action existentielle pour une société ayant pour socle de base le communautarisme. Ainsi, le métaphysicien doit agir pour veiller sur toutes les espèces qui concernent les trois mondes, minéral, végétal et animal. Grâce au pouvoir occulte et positif qui lui place au rang de guide, le métaphysicien doit se pourvoir en tant que celui qui ait maîtrisé les pouvoirs mystiques, et ce grâce au respect des lois de la nature pour toujours agir en faveur de l'humanité. Pourtant, en ce qui concerne la grande classe du commun de mortels, le supérieur se veut ou se passe pour le maître de l'autre, malgré qu'il ne maîtrise rien d'autre que la barbarie. Il compte sur deux axes de puissance, l'occultisme sous fond de magie noire et le capitalisme ou un certain matérialisme puissamment démoniaque. Ce n'est que chez cette catégorie de gens qu'on trouve des individus qui font tout pour être les maîtres de notre planète. À ce titre, ils sont des misanthropes, voire des véritables imposteurs, des prédateurs parce que dotés d'un pouvoir démoniaque, ils arrivent quand même à être au parfum de tout en restant toujours dans le couloir du con et de Famla, c'est-à-dire le couloir des sociétés secrètes. Il nous revient de constater que les membres de ce groupe sont au-dessus de la moyenne en ce qui concerne les pratiques de la magie noire. Et en tant que sorciers hors hiérarchie, ils vivent de hauteur tout en voyant les autres du bas. Ces prédateurs haut de gamme, pour avoir constaté qu'ils sont capables à plus d'un tour grâce à leurs multiples pouvoirs, se sont mis à construire des instruments d'assujettissement des peuples à travers les confréries de toutes sortes qui se sont développées au cours des âges répondant à leurs attentes sous le prisme des mouvements infernaux. Entre autres, des associations de vampirisme, des ordres initiatiques de magie noire, des entreprises occultes nocturnes, etc., avec pour objectif tout assujettir. Sauf qu'en aucune fois, ils n'ont jamais eu besoin de prier Dieu pour atteindre leur but. Ils savent qu'il s'agit de rentrer au-dedans de soi-même, de son être intérieur, pour avoir tout ce qu'on veut comme révélation, c'est-à-dire obtenir de l'inspiration. C'est ce qui leur aurait permis de se procurer de l'astral, des outils recherchés, des instruments de tout genre, allant des simples armes aux gigantesques machines de destruction massive. De quoi dominer le monde entier, en véritable va-en-guerre, leur objectif final étant bel et bien d'asseoir leur hégémonie. Pour rester dans le sujet, disons qu'avec leur plein pouvoir, ils ont le droit de regard sur tout et rien à mettre sur la cité. Ils se sont infiltrés et s'interjectés dans tous les milieux décisionnaires du pouvoir monarchique d'hier et politique d'aujourd'hui. Leur but étant de demeurer au-dessus de tous les gouvernements en de véritables hors-la-loi. Ils font partie des sociétés secrètes dont le Con et le Famla n'en font qu'un maillon de cette vaste chaîne. C'est par la suite que nous allons entrer dans les détails afin de comprendre comment, à partir de l'occultisme, on a pu facilement tout dompter, y compris les hommes, jusqu'à réussir à les marcher dessus grâce au mécanisme débouchant facilement à l'esclavage occulte.
Voici de retour sur notre plateau du Monde Inconnu. Alors professeur, moi je vais aller dans le vif du sujet. Vous nous dites que la nature a trouvé normal qu'il y ait des classes dans le monde, c'est-à-dire le monde végétal, minéral et même le monde animal. Et la raison, c'est parce qu'il fallait que les plus forts, entre guillemets, s'occupent des plus petits. Alors, on a également l'habitude de dire manger pour être mangé. Est-ce que c'est une loi de la nature ou alors c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs ou alors inventé par l'homme? Alors, disons, la nature dans son contexte global est très difficile à cerner si nous voulons y mettre trop notre cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des arbres ou des rochers jusqu'aux animaux, il y a question de diversité d'abord. Et puis il y a aussi question de plus petit, du moyen, du plus grand ou alors du plus faible au plus fort. Alors ça veut dire que c'est par là que se réjouissent tout ce qui existe. C'est une chaîne qui fait un tout, c'est une chaîne qui permet à ce que ce tout-là puisse évoluer. Lorsque nous mangeons des herbes, nous les permettons d'évoluer. Lorsque nous mangeons des animaux, les animaux évoluent, mais nous évoluons. C'est-à-dire que lorsqu'on a dépassé d'un cran un environnement, par exemple, les animaux peuvent se manger entre eux quand il s'agit des bêtes et non des humains, dont des personnes que nous sommes. Nous ne devons pas nous rabaisser à nous nourrir de la chair alors que nous sommes aussi chers autant que ces bêtes-là. Mais dans la chaîne alimentaire, les arbres mangent des animaux, mangent des insectes, mangent même des animaux. Il y a des herbes qui mangent des insectes, qui mangent aussi de la chair. Ce que je ne maîtrise pas très bien, c'est de savoir est-ce que les rochers réussissent aussi à manger. Peut-être quelqu'un peut s'engouffrer dans un environnement où il y a des rochers, on ne le voit plus, mais palpablement, de manière tangible, les herbes, le monde végétal mange le monde minéral. Alors, pour ce qui est du monde végétal, c'est pour évoluer. Mais pour le monde animal, qui mange l'animal, ce n'est pas pour évoluer. C'est-à-dire, nous pouvons manger des animaux, des herbes pour évoluer. Mais lorsque nous mangeons de la chair, ce qui est constitué à notre ressemblance, qui a du sang comme nous, qui parfois a des yeux qui nous regardent lorsque nous sommes dans une certaine situation, alors nous mettons dans une situation où le côté animal en nous reste présent et peut même s'envenimer. Mais professeur, dans le règne animal, on a les lions, en fait, l'ensemble des animaux. Les félins. Voilà. Le plus souvent, pardon, le lion va manger l'antilope. Là, c'est pour se nourrir, c'est pour évoluer ou alors c'est pour se dégrader. Alors, les animaux, comme le lion, c'est difficile qu'un lion mange un autre lion. Oui. C'est très difficile. Bon, je ne peux pas exprimer le fait de tout avoir palpé à fond, parce que jusqu'à une certaine période, on ne savait pas que les primates, à l'état primitif, mangeaient de la chair. Mais à force de faire des investigations, on est arrivé avec certaines chaînes de télévision à filmer certains de nos ancêtres, les primates, mangeant de la chair qu'ils exposent au soleil et ça cuit et ils en mangent. Ils ont même des dents appropriées pour cela. Alors, maintenant, quand on peut constater que
même des animaux font le distinguo en disant ça c'est de ma famille, je n'en mange pas. Alors ça veut dire que eux qui sont supposés n'avoir pas d'âme, je dis supposés parce que les blancs au départ disaient que le noir n'a pas d'âme, donc il est un esclave, un point trait, c'est un animal, un sauvage. Alors nous aussi, nous pensons à travers le christianisme et bien d'autres obédiences religieuses, on nous fait comprendre que l'animal n'a pas d'âme, donc nous avons le droit d'en manger. Mais en lisant même ces documents, par exemple Ecclésiaste, on constate que dans Ecclésiaste 3, il y a une série de points d'interrogation en disant que tout est vanité, vanité des vanités. Et là, quelque part, c'est pas au verset 19 ou quoi, la question est posée, est-ce que lorsqu'on tue une bête, son esprit, entre guillemets son âme, monte-t-elle ou défend, et que lorsqu'on tue l'homme, c'est la sienne qui monte absolument, puisque celle de la bête ne monte pas. Ce point d'interrogation va en contradiction avec Ézéchiel qui parle totalement de l'absence de l'âme en ce qui est de l'animal, de la bête. Alors, nous sommes donc ici en phase de se poser la question lorsqu'on fait des recherches sur le plan métaphysique, est-ce que si l'animal même, la bête, n'a pas d'âme, est-ce que c'est pour ça qu'on doit la manger, ça la bête quoi, oui. Et qu'on ne doit pas manger l'homme. Et que ferait-on des cannibalistes, des personnes qui mangeaient les fœtus? Je voudrais effectivement venir, professeur, pour dire que, étant donné que l'homme est du règne animal, donc ça veut dire que c'est un grand animal. Un grand animal. Devenu intelligent, voilà, donc, entre guillemets. Est-ce qu'il ne serait donc pas normal qu'il se retrouve en train de manger son frère? Alors moi je pense que s'il n'est pas normal qu'il mange la bête qui est inférieure à lui, entre guillemets, parce que quand on dit inférieur, ceux qui font des recherches à un certain niveau scientifique pensent que le lait de la vache a 3 facteurs de croissance seulement, et que le lait de l'homme en a 7. Et que c'est ces facteurs de croissance en l'homme qui fait que le petit enfant distingue rapidement les choses jusqu'à distinguer ce qui se passe à la télé, contrairement peut-être au petit chiot. C'est-à-dire à un chiot qui est là, la télé passe, mais ne se saisit pas exactement de ce qui se passe dedans. Personne ne sait si c'est vrai ou c'est faux, mais je dis ce que nous pensons, parce que nous disons que le lait maternel a 7 facteurs de croissance qui permettent à ce que notre intelligence se développe rapidement. Pendant ce temps, le lait de croissance de la vache en a que 3, et que c'est ce qui permet que la vache se mette debout, et quelque temps, le petit de la vache se mette debout quelque temps après la naissance, et qu'il puisse marcher. Alors que le petit de l'homme doit attendre des mois, pour ne pas dire près d'1 an. Alors, maintenant, est-ce que nous sommes donc... Parce que là, il y a question de vibration. Parlons métaphysique, ne faisons pas un débat de coq à l'âne. En matière de vibration, notre être intérieur doit se développer grâce au genre de vibration qui correspondent à ce que serait l'attente des pouvoirs à l'état latente de notre être. C'est-à-dire que on ne peut pas vibrer à un rythme discordant pour évoluer alors qu'il fallait un rythme concordant. S'il faut des vibrations concordantes pour évoluer, c'est que l'homme doit absolument s'appliquer à ça. S'il ne s'applique pas à ça, il est fort probable qu'il soit en évolution, entre guillemets. L'évolution ne se fait pas de manière totale, mais ça se fait de manière retardée. Bon, ça se passerait aussi de même comme le fait d'être en contact avec des gens qui, comme on dit souvent, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Le fait d'être en contact avec des gens méchants
et qui ne vous fait pas rire, qui ne vous permet pas de vous épanouir, est une manière de se mettre en déphasage total par rapport à son évolution et par rapport à son milieu. D'accord. Alors, professeur, moi, je voudrais... vous aviez dit dans votre chronique tout à l'heure que les plus forts sont appelés à s'occuper des plus faibles. C'est la raison pour laquelle, ou alors c'est l'une des raisons pour lesquelles la nature a voulu qu'il y ait des classes entre les trois règnes que nous connaissons, végétal, animal et puis minéral. Alors, est-ce que je pense aussi que la même nature nous dit que le bien et le mal se côtoient? Alors, si aujourd'hui, il arrivait que les hommes, alors les plus forts s'occupent des faibles, est-ce qu'il y aurait encore ces classes? Puisque sûrement le fort va vouloir tirer le faible pour qu'il soit fort comme lui. Est-ce qu'on aura encore une classe de forts et de faibles? La loi de la nature des classes, est-ce qu'elle ne sera pas peut-être abolie ou alors rompue? Voilà, c'est le mot exact. Bon, mais je crois que le faible n'existe pas en tant que faible. Mais en tant qu'une personne qui a besoin d'un, comment je peux appeler ça, peut-être pas une assistance, mais de quelque chose pour sa vie. C'est comme un bébé qui a besoin d'être entretenu par ses parents, en commençant par l'allaitement qui passe par sa mère, les petits soins, le laver, bon, le laver et tout, ça dépend de l'époque. À l'époque moderne, pour laver les gens, il faut qu'on paye de l'eau, donc il faut qu'on vende de l'eau. On va vous dire laver bien le bébé. À l'époque moderne, il faut qu'on vende le savon. On va vous dire non, il faut la toilette du bébé et tout. Bon, tout ça, ça a un côté industriel et peut-être commercial aussi. Bon, maintenant, on doit tout de même reconnaître une chose, c'est qu'on doit entretenir le bébé, l'encadrer, lui permettre d'évoluer. Et cela ne veut pas dire que c'est une créature faible. Non. Parce qu'il y a des bébés du point de vue métaphysique qui tuent leurs parents. Hein, et qui partent vivre chez les oncles. C'est-à-dire, il tue son père, il tue sa mère, et part vivre chez son oncle. Parce que si ces gens-là allaient continuer à exister dans leur vie, dans sa vie, ils allaient l'empêcher d'évoluer normalement et de faire ce dont il devait faire par rapport à sa mission. Sa mission nécessitant donc d'être encadré par quelqu'un de fort ou par un encadreur de bonne vibration, il va donc tuer ses parents. Alors, à quel moment on peut dire que quelqu'un est faible? Pas du tout. Maintenant, parce que nous avons une certaine classe qui pense que quand tu as beaucoup d'argent, tu as les moyens matériels et tout, et que les autres n'en ont pas, tu peux t'acheter même une arme, et que tu peux tuer qui tu veux et aller monnayer en justice, rien ne se passera. Donc, c'est des cafards, les autres gens. Même en tuant quelqu'un, tu ne l'as pas tué. Parce que lorsque tu tues quelqu'un par ces mécanismes-là, toi tu es fort, la personne étant faible, d'après toi, est enterrée et peut-être jetée même, peut-être brûlée, on ne sait pas comment, ou il est dans une fosse commune pour avoir tué beaucoup de gens à la fois. Tu n'as de compte à rendre à personne. Et là, tu penses que tu es fort. Et en métaphysique, tu n'es pas fort. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on pense qu'il y a des faibles et il y a des forts. Il y a des faibles, ceux qui n'ont pas évolué spirituellement. C'est eux qui sont faibles, contrairement à ceux qui ont évolué spirituellement. Là, je m'explique. Lorsque nous disons que en métaphysique, ou le métaphysicien est celui qui protège les faibles, donc il protège les gens qui n'ont pas évolué. Il ne protège pas les faibles, ceux qui n'ont pas l'argent. Oui, mais il les amène aussi à évoluer, à être, je vais dire, des personnes affranchies comme lui, il est. Il est, justement. C'est de ça qu'il est question. Prenons par exemple cette émission. Si cette émission peut amener à ce que quelqu'un cesse de faire de ce qu'il pense de la vie, tout ce qui est bon pour lui, tant pis pour les autres, si ça peut le ramener, c'est là qu'il devient fort. Alors, ça veut dire qu'à un moment... Mais ça ne veut pas dire que nous, on a les moyens matériels
au-dessus des autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça veut dire qu'à un moment, professeur, ceux-là les moins éclairés ou alors ceux-là qui n'auraient pas grandi spirituellement, à un moment vont grandir spirituellement, donc vont devenir comme leur maître, en fait leur guide, qui les a aidés à évoluer. Donc on n'aura plus de non-évoluer et d'évoluer. Non, écoutez, dans la vie, nous sommes appelés, nous tous, à évoluer. Oui. Bon, c'est comme nous sommes appelés tous à grandir, même si on n'a pas la même taille. Mais on est déjà grand. Oui. Bon, ce n'est plus en ces moments-là un problème de taille, mais c'est un problème d'avoir grandi, c'est-à-dire que d'avoir atteint la maturité qui fait de toi quelqu'un de, comment on peut dire, de majeur, c'est-à-dire tu es un majeur comme l'autre. Oui. Tu peux t'asseoir sur la table de discussion avec monsieur tout le monde et discuter, comme tu peux t'asseoir sur une table de discussion avec des experts, avec des personnes assez spécifiques et discuter. Donc on peut dire que tu n'as pas seulement gagné en taille, mais tu as aussi gagné en réflexion. Maintenant, dans le cadre métaphysique, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, il faut appréhender les différentes dimensions de notre parcours, du monde minéral en passant par le monde végétal et aujourd'hui du monde animal. Et voir, est-ce que nous pouvons être appelés désormais un humain? Parce qu'en fait, le but de l'homme, avant même de parler du paradis et de l'enfer, il faut d'abord que nous devenions des humains. Nous ne pouvons pas devenir des humains simplement parce qu'on dit « je suis un être humain ». Non. D'accord. Oui. Allez-y, professeur. Nous devenons des humains parce que nous avons atteint un niveau d'évolution qui nous permet de raisonner. Parce que ce qui fait difficulté, c'est que après tant d'assujettissement, après tant de formatage, après tant de manipulation de notre cerveau, qui passe par des canevas, des dictates, soit scolaires, soit religieux, soit n'importe quelle forme, nous sommes restés des outils d'un système ou d'une hégémonie. Cependant, nous devons devenir nous-mêmes et savoir comprendre le système, savoir distinguer ce qui est bon de ce système et ce que cette hégémonie veut bien faire sur nous afin que nous devenions donc nous-mêmes. Parce qu'en réalité, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes que nous restons des animaux et que nous ne sommes pas des humains. Donc, c'est parce que nous sommes des animaux qu'on se lance dans l'esclavage, occulte et tout ce qui va avec le Kong et le Famla. Voilà. Alors, maintenant, puisqu'on parle du Kong et du Famla, les sociétés secrètes, parce que c'est aujourd'hui, ça fait partie de notre thème. Comment est-ce que les sociétés secrètes recrutent leurs membres? Est-ce qu'il s'agit d'un recrutement qui est basé uniquement sur des personnes très évoluées spirituellement ou alors ils recrutent également ceux-là qui sont encore pas très évolués ou pas du tout évolués? Alors disons que les sociétés secrètes sont d'abord mondiales. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Quand on dit société secrète ici dans le cadre de la chronique, alors j'ai fait allusion de la mise en place de tout l'arsenal, de tous les mécanismes qui permettent à l'homme de dominer sur son frère, sur ses semblables. Alors maintenant, comment on arrive à recruter les gens de la société secrète pour qu'ils fassent partie des sociétés secrètes ou d'une société secrète? Alors, le recrutement se fait comme on peut dire, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, c'est des questions d'affinité, c'est question de, comment on peut dire, de connivence. Vous êtes de connivence dans
vos contacts avec des personnes et on voit en vous une personne qui peut faire partie d'un certain milieu. Ça peut se passer par cooptation, comme ça peut se passer par parrainage. Ça peut prendre n'importe quelle dimension par rapport à l'attirance que tu as envers ces gens-là. Parce que prenons par exemple une société secrète qu'on appellerait une confrérie des sorciers. Alors, les sorciers se connaissent parce que leur troisième œil les permettent de savoir que telle personne est sorcière et je peux aller vers elle. Dans les mécanismes nocturnes, lorsque on est couché, on tape sur quelqu'un un bout de feuille d'une plante, une botte de feuille d'une plante, la personne ouvre son œil vers le monde, du moins l'œil qui est destiné à voir les choses qui se passent dans ce monde, même quand cette personne-là n'est pas habilitée à jouer le jeu, ça veut dire que cette personne voit seulement ce monde. Alors, soit cette personne est en danger, soit on fait tout pour que, comme elle a vu ce qui se passe nuitamment, qu'elle soit participante. Oui, qu'elle soit participante de peur qu'elle révèle ce qu'elle voit souvent. Auquel cas, on peut lui faire du mal. Donc, la cooptation s'est faite sous plusieurs angles. Ça se fait aussi qu'on peut prendre un naïf, on l'amène à un milieu où c'est une petite tontine ou c'est quoi, et tu commences à donner ta quote-part d'argent, ta quote-part petit à petit, et fin de compte, tu te retrouves devant une situation où on t'explique exactement ce qui se passe, sans que tu aies la possibilité de faire marche arrière. Alors parlons de ce cas, c'est-à-dire on se retrouve dans une tontine, au départ on se dit elle est classique, et à la fin on se rend compte. Est-ce qu'il n'y aurait pas des signes visibles à l'œil nu à monsieur tout le monde, oui, au départ, pour pouvoir détecter que ici, il ne s'agit pas d'une tontine classique, mais plutôt une tontine teintée de... Je vais dire quoi? Il y a les naïfs partout, même à l'église. Bon, on ne voit pas tout ce qui se passe dans les 4 murs où on se trouve à l'église par rapport à l'autre qui a les yeux pour voir. Lorsqu'il est assis et que le prêtre est en train de faire sa chose ou le pasteur, lorsque une certaine personne y entre dans ce milieu, il mesure l'impact du regroupement des sorciers pendant que les naïfs sont là, chantent, louent un certain genre de Seigneur inimaginable et la messe continue son petit bonhomme de chemin. D'où l'importance donc du guide. Voilà. Donc maintenant, on a un guide. Qu'est-ce que le guide peut nous dire? On ne peut pas avoir un guide dans un milieu où le guide lui-même est naïf et que ça soit un bon guide. Non, mais ça veut dire qu'il ne serait pas... Soit alors c'est un guide qui vous guide à bien entrer dans ce milieu et à faire partie de ce milieu. Là, c'est genre des guides. Non, professeur, admettons. Moi, je vais dans une réunion. Mais... Sans toutefois... Mais admettons, vous êtes le guide. Ouais. Il faut bien me donner des éléments qui pourront m'aider, une fois le premier contact, des éléments qui pourront m'aider à détecter que non, ici, il ne s'agit pas d'une réunion classique ou alors simple, comme on dit au quartier. Il s'agit de quelque chose de compliqué parce que j'ai un guide à côté de moi. Non, écoutez, si tu es recruté par un guide qui, lui, fait partie de ce milieu comme quelqu'un qui pêche les gens, hein, prenons par exemple une religion qui vient de s'installer et qui fait la part belle de gens qui sont même financés pour attirer l'attention des uns et des autres à se convertir à cette réunion. Alors, tous les guides ne seront pas des guides innocents. Ils seront des guides Vincent, c'est-à-dire s'il faut verser le sang, ils vont le faire. Peut-être sans le savoir, parce qu'on leur a parlé du bien, eux aussi peut-être naïfs, mais ou alors parce que connaissant la chose au départ. Ce qu'il y a dans le recrutement du monde des sociétés secrètes, c'est qu'il y a dans ce type
sociétés, si on peut les catégoriser. Si vous êtes dans le vampirisme, le guide sera vampire. Parce que lui, il doit savoir absolument pourquoi il t'appelle dans cette histoire. Si vous êtes dans des mouvements initiatiques de la magie noire, on ne peut pas être un guide sans le savoir, sauf si c'est juste une personne qui, faisant naïvement partie de cette entreprise, disons, on peut dire malsaine, elle-même n'a pas encore atteint le niveau qui lui permet de comprendre ce qui se passe. C'est comme les nouvelles églises qui se créent et qui ont des ramifications avec le monde occulte sur le plan, disons, nocturne, et que les fidèles qui y sont voient les miracles, comment les gens tombent au cours d'une prière et comment d'aucuns marchent alors qu'ils étaient infirmes, d'autres voient pendant que prétendument Harvey dans ce milieu était aveugle. Alors, il va courir au quartier et dire aux gens, mais venez, c'est la bonne voie ici. Et là, ce n'est pas un guide. Le guide est peut-être le fait d'approcher le pasteur et lui poser des questions et lui dire, bon, ok, est-ce que je peux voir les statuts de votre association et les lire? Bon, pour au moins comprendre comment ces mouvements-là fonctionnent, ne serait-ce qu'à ce niveau, et de deux, peut-être chercher à savoir jusqu'à quel niveau on peut apprendre et comprendre finalement d'où vient le pouvoir qui réveille les morts, qui fait voir les aveugles et tout. Je dis qu'on peut apprendre parce que, en fait, les mouvements initiatiques devraient avoir le côté hermétique pour les gens qui ne sont pas à l'intérieur de ces mouvements. Mais dès que tu entres dans ce mouvement, progressivement, l'hermétisme tombe tout seul. C'est comme une personne qui apprend la chimie et qui, à un moment donné, peut faire des mélanges chimiques et obtenir, à partir de ces mélanges de solutions, qui donnent effet à quelque chose de palpable. D'accord, professeur. On va revenir là-dessus, mais on propose d'abord à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir, le temps pour nous de souffler aussi un peu. On se retrouve juste après. Pascal Blanchard, le racisme, c'est une invention qui date de quand ? Le mot race apparaît au XVe siècle. Au départ, il permet de définir l'hérédité aristocratique. Donc on voit que ça part de loin quand même. Mais au XVIIe, grosso modo, le mot commence à désigner des peuples qu'on découvre. C'est le moment où on commence, en prenant des bateaux, à rencontrer des peuples qui ne nous ressemblent pas. Donc on commence à se dire, on va faire une cartographie, à la fois bien sûr des animaux qu'on découvre, des plantes, puis des peuples. C'était la grande mode en plus de tout acter au niveau des plantes et des animaux. La plupart des gens restent ici, ils ne vont pas là-bas. Donc tout le monde n'était pas dans le bateau avec Christophe Colomb. Donc il fallait bien ramener, on a trouvé 1000 plantes merveilleuses, des animaux incroyables, donc on les ramène, on les met sur les étagères, on en fait des cabinets de curiosité, et on fait aussi des cabinets de curiosité avec les hommes, et on leur donne des noms. Au XVIIIe, tout ça va commencer à se théoriser progressivement à travers les anthropologues, les savants, qui vont commencer à nous faire des théories. Il faut expliquer, par exemple, un sujet incroyable, les Indiens ont-ils une âme? Parce que s'ils ont une âme, on ne peut pas les mettre en esclavage. S'ils n'en ont pas, ils peuvent devenir esclaves. On décide en 1550 qu'ils ont une âme. Donc on a fait venir les Noirs qui, eux, n'en ont pas. Mais qui a décidé que les Noirs n'avaient pas d'âme? Le pape. Valladolid, il y a cette célèbre controverse, Las Casas, c'est un débat, ont-ils une âme? Mais ce ont-ils une âme décide que le destin d'à peu près 50 millions d'hommes. À la fin du 18e, grosso modo, on commence à les hiérarchiser. Alors on fait des études sur les crânes, quand ça marche plus, qu'on découvre que les crânes asiatiques sont plus volumineux que les crânes des blancs, on fait plus de théories sur les crânes, plus de théories sur la couleur de la peau. Et on est bien d'accord que comme ce sont des occidentaux, plutôt blancs, qui ont déterminé tous ces signes... On met plutôt le blanc au-dessus, oui, c'est plus facile. C'est rare de se mettre en bas soi-même d'une pile. Ce qui va se changer avec les racistes, c'est qu'on est esclave quand on est noir. Ce n'est plus le rapport au père et à la mère, c'est le rapport à la race. Celui qui naît avec une couleur a un destin.
Et c'est cette couleur qui aurait un destin dans l'histoire de l'humanité. Et le Code noir, par exemple, qui va vraiment promulguer ça quasi écrit noir sur blanc, hein, en 1785. Le noir est un bien meuble. Le noir est un bien meuble, il peut être commercé, échangé, vendu, et il doit servir le blanc. Alors, jusque-là, on est on va dire, dans un racisme assez élitiste. Oui. Qu'est-ce qui a fait que le racisme est devenu populaire? On va dire qu'au 19e siècle, c'est la rencontre avec cet autre, justement. Mais comme par enchantement, cet autre, on ne le rencontre pas au coin de la rue. Oui, les gens ne voyageaient pas. Bah non, très peu de Français ont pris des bateaux allemands ou italiens, aller au bout du monde. Donc on va faire l'inverse, on va les faire venir en Occident et on va inventer des spectacles anthropologiques. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents ont certainement rencontré leur premier Kabyle, leur premier Africain, leur premier Antillais, leur premier Indochinois dans un zoo, dans une exposition coloniale. Dans un zoo. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on a fait venir des indigènes, entre guillemets, qui appartenaient aux colonies. On les a fait venir dans un zoo derrière des grillages. Mais on s'y précipite. Et on s'y précipite parce que quand on vous annonce que le cannibale est au zoo et qu'on peut le visiter pour 3 sous, on va pique-niquer avec les enfants dans l'acclimatation. Donc, pendant environ 50 ans, en Europe, il y a eu 750 millions à peu près. Entre de l'Amérique, visiteurs. toute l'Europe, de Hambourg à Londres, de Berlin à Turin, de Milan à Saint-Pétersbourg, on a organisé des dizaines, voire des trentaines, des centaines de shows par an. C'est-à-dire que 750 millions de visiteurs pour à peu près 30 000 exhibés sur 60 ans d'histoire. Et donc, au départ, qui étaient ces gens-là? Qui étaient ces indigènes? Qu'est-ce qu'on leur disait pour les faire venir? Alors, au début, on en a capturé certains, et puis petit à petit, on se rend compte d'une chose. Comme le sauvage n'existe pas, pour qu'ils soient de bons sauvages, autant les payer. Comme ça, on est tranquille. Ils vont bien grogner, ils vont manger de la viande crue, ils vont se mettre en spectacle, parce qu'il y avait des fois 8 ou 9 représentations par jour. Le soir, ils allaient aux Folies Bergères, au Casino de Paris. Et le matin, il fallait qu'ils soient mesurés par les savants. Donc autant qu'ils soient des professionnels. Bien entendu, on reconstituait leur univers. Point d'eau, autruche, girafe, hutte. Et donc la meilleure façon d'avoir un sauvage, c'est de lui dire, tu gagnes tant, grogne bien. Mais nous, le petit blanc, qu'allons voir ça, on a 8-10 ans, quand on a vu le cannibale au zoo, mais on y croit. Et ça marche. Mais c'était pas que des comédiens, il y avait aussi des Français colonisés, je pense des Kanaks. Et les Kanaks, les arrière-grands-parents de Carambeu, qui en 31 sont venus à Paris en pensant représenter leur peuple et la Nouvelle-Calédonie à Paris pour la grande exposition coloniale, et qui se sont retrouvés dans un spectacle au jardin d'acclimatation dont le titre était Cannibale. Vous connaissiez l'histoire des os humains? Non. C'est fou, hein? C'est un peu normal, elle est tellement dérangeante. Parce que c'est pas vouloir expliquer qu'on a construit des ponts, des hôpitaux, des routes pour aller aux colonies, qu'on a sauvé des petits Africains de la famine certaine. Mais là, on est confronté à quelque chose de violent qui s'est passé ici, qui a fabriqué notre regard. Et quand on réfléchit, qu'on se dit, alors ça veut dire que nos arrière-arrière-grands-parents et arrière-parents ont certainement connu leur premier autre dans ces mondes-là, un monde fabriqué. Et là, en plus, on devenait raciste sans le savoir en pique-niquant. Oui, sans le savoir. Ce qui vaut bien que le raciste ne passe pas toujours, en termes d'idéologie, par des actes violents. Il peut rentrer d'une manière extrêmement naturelle, presque dans le ludique, dans le jeu, dans le divertissement. Alors, vous avez suivi cette émission, on va dire un bref aperçu d'un débat télévisé sur le racisme. Alors, professeur, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le racisme et les sociétés secrètes et le Kong et le FAMLA? On se demande bien où est-ce qu'on va là. Quelle est la relation avec le Kong, le FAMLA, le racisme et tout le reste? Alors ça veut dire que l'homme est primitif dans son raisonnement. Il n'y a pas de grands hommes, il n'y a pas de grandes sociétés. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, quand tu suis des discussions du genre qui rapportent comment tout a commencé pour qu'ils s'établissent ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme, qu'on est en train de combattre toujours par les mêmes gens qui sont partis sur beaucoup de paramètres. Cela nous rappelle, nous, le noir, que nous devons nous donner une identité sans attendre que nos bourreaux d'hier, ou bien ceux qui nous ont méprisés hier, c'est eux qui nous reconnaissent finalement comme si nous étions des gens. Parce qu'eux, ils ont eu l'occasion, je ne peux pas dire la chance, de grandir dans un environnement ludique, c'est-à-dire qui joue avec les êtres humains, qui joue avec les vies des autres, qui joue avec les biens des autres, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Et comment ils sont arrivés à ce stade-là? C'est parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu.
à travers Jésus-Christ, Mahomet et tout. Ils ont cru en eux-mêmes. Parce que dans la chronique, on n'a jamais prié Dieu pour avoir les armes ou pour avoir les missiles. On n'a jamais prié Dieu. On a réfléchi, on a utilisé le cerveau en disant comment je peux faire pour me prémunir contre les prédateurs qui sont des semblables comme moi et qui peuvent partir de loin venir me faire la guerre. Hein? Actuellement, nous sommes en phase de la nouvelle guerre froide. Pourquoi? Parce que la Russie, qui fut l'Union soviétique, éclatée hier, après cet éclatement, permettez, nous sommes dans le social, je vais aller de coq à l'âne. Après cet éclatement, on s'est retrouvé à une Russie qui ne pouvait plus faire face à l'Amérique. Actuellement, avec Poutine, les donnes sont en train de changer, les dés sont autrement jetés. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit comment s'auto-protéger. Le noir ne réfléchit jamais comment il doit s'auto-protéger. Il a pris tout, il a mis entre les mains des prédateurs qui sont venus avec des subterfuges en disant « Prie ton Dieu et tu auras la vie sauve ». Donc, professeur, est-ce que ça veut dire que pour se protéger, parce que nous sommes dans le cas du Kong et du FAMLA, oui. Est-ce que ça veut dire que se protéger du Kong et du FAMLA et des sociétés secrètes et tout ce qui va avec, c'est ne pas prier Dieu, mais plutôt rentrer en son fond intérieur pour trouver une arme contre ce phénomène qui, bien entendu, mine des sociétés africaines et peut-être même européennes. Mais c'est mondial. Mais attends, le Congo et le FAMLA, c'est quoi? C'est le fait de travailler chez quelqu'un ne te paye pas. Et puis il se fout de toi. Et il n'y a aucune loi qui te protège. Il y a des gens qui ont parfois des aérés, des salaires interminables. Non parce que les patrons ne peuvent pas les payer, mais parce que les patrons ne les payent pas. Un point, un trait, non qu'à aller se faire foutre. Là, ça ne serait pas un Congo moderne. Mais c'est ça, le Congo prend toutes les dimensions. Si vous aviez un pouvoir qui vous permet de vivre aux dépens des autres sans se soucier, c'est quelque chose de vraisemblable. Alors, moi j'explique ceci. Nous tous, nous sommes des patrons, moi j'en suis aussi un. Peut-être je n'arrive pas à payer mon personnel, bien sûr. Mais le problème, c'est d'avoir le souci. Alors, quand on n'a plus ce souci-là, il y a un problème. Voilà. Alors, donc, j'explique ceci. Le tout n'est pas de dire aux gens, ne priez pas Dieu, rentrez au-dedans de vous et vous trouverez le bonheur. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais ce n'est pas aussi nécessaire de faire des prières pour des prières. Parce qu'en fait, la prière, c'est quoi? C'est l'endormissement de l'être intérieur. C'est ce qui ne vous permet plus d'être en contact avec l'être supérieur que nous appelons Dieu. Lorsque on explique ces choses, d'aucuns disent « Ah, mais celui-là n'est pas croyant », mais c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire être croyant? L'Afrique a cru à deux religions, et c'est ces deux religions-là qui ont pris la place de nos fétiches. Et c'est ces fétiches-là qu'on a d'abord combattus. Hein? Quand on lit le discours de Léopold II, si jamais ce discours n'est pas une histoire fabriquée, on comprend que pour coloniser les gens, il faut les affaiblir dans leur environnement par rapport à leur tradition et leur culture. Mais professeur, quand on parle du Kong et du FAMLA et des sociétés secrètes, moi je voudrais qu'on reste un temps soit peu dans le cadre, je vais dire, camerounais, c'est-à-dire celui-là qu'on connaît où vous enterrez votre fils alors qu'il se retrouve dans un village voisin en train de travailler. Est-ce que dans ce cas-là, c'est-à-dire le Kong que nous connaissons tous, est-ce que la prière ne serait pas une arme pour contrecarrer le Kong, ou alors il faut rentrer en soi, comme vous le dites, pour ne pas être victime de ce phénomène? On a vu des guerres en Afrique où, lors d'une élection présidentielle, les gens se sont mis à prier. Le cas de la Côte d'Ivoire, on est même allé jusqu'à les tuer à l'église. Dieu va les attendre seulement au ciel pour dire, bon, ok, en réalité, ce n'était pas le bon moment de rester là, à cet endroit pour prier. Il fallait fuir. Non, moi je pense que
la prière a sa place, mais il faut savoir pourquoi on prie. Bon, et je pense aussi que ça, je le porte sur moi, et ça m'engage personnellement. Je pense qu'il faut rentrer au-dedans de soi, il faut tout faire pour qu'on soit capable de s'auto-comprendre, parce que connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Donc on essaie de connaître qui on est pour pouvoir estimer qu'on peut aller jusqu'à pouvoir se prémunir des prédateurs de notre monde. Parce que la prédation prend n'importe quelle tournure. Alors, voilà. Surtout qu'actuellement, on dirait qu'on vit dans un monde où il y a plus de prédateurs que de proies. Il y a le matérialisme qui a pris le dessus sur la spiritualité. Donc on doit comprendre, les gens, ils réfléchissent que matériel. Ils trouvent du bonheur que dans le matériel, pas dans des relations humaines et pas dans d'autres formes de relations qui puissent faire à ce que l'homme se sente à l'aise vis-à-vis de l'autre ou bien à l'égard de l'autre. Mais professeur, la même question revient. Parce que tout à l'heure, au niveau de la chronique, vous nous aviez dit qu'on arrive à détruire son semblable parce qu'on reste animal. Il faudrait qu'on dépasse le stade de l'animal. Alors, la même question revient. Comment est-ce qu'on arrive à ne plus être animal, à être un homme plein, si je peux le dire. Alors, j'ai dit, il faut étudier, je l'ai toujours dit ici, ce que nous mangeons, la manière dont nous respirons, la façon de dormir, ce que nous buvons, les cigarettes que nous fumons, tout cela doit être étudié au préalable. Nous ne devons pas faire partir du monde du suivisme ou bien du monde des assimilés. Nous devons nous poser la question, pourquoi mangeons-nous et pourquoi ne devons pas nous rester, pourquoi ne pas rester sans manger? Je m'explique. Est-ce que c'est nécessaire de prendre 3 repas par jour? Est-ce vraiment nécessaire? Voilà une des questions. Alors, si c'est qu'on doit prendre 3 repas par jour, quel genre de repas? Une deuxième question. Si maintenant, on a déjà choisi le repas que nous devons prendre par jour ou les repas, parce qu'on a trouvé que c'est nécessaire de prendre plusieurs repas par jour, alors comment cuisiner ces repas? C'est-à-dire les ingrédients, les éléments choisis, comment les mettre dans ce qu'on appelle le laboratoire de la maison, autrement appelé la cuisine, les mettre ensemble pour obtenir le produit qui est destiné pour notre repas. Et troisièmement, comment mâcher? Parce qu'il y a toute une technique pour mâcher des nourritures. Il faut mâcher en utilisant la respiration profonde. Mais professeur, il n'y a pas d'école pour apprendre tout cela? C'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est en métaphysique. Parce qu'il y a la métaphysique mondiale qui est rentrée dans le cadre de l'université aujourd'hui, où vous pouvez faire des cours de métaphysique et obtenir un doctorat. Là, ce n'est pas une métaphysique, c'est une métaphysique classique en fait. Ce n'est pas une métaphysique spirituelle qui vous permet de développer vos pouvoirs à l'état latent et de vous dimensionner d'aller de la spiritualité vers la divinité. Parce que l'homme est appelé à devenir divin. Alors, si les gens posent la question de savoir où trouver ces genres de formation, je dis et je répète qu'ils peuvent le faire hors antenne parce que nous, on n'est pas là pour parler de la formation dans le sens systématique. Nous voulons que les gens prennent cela par eux-mêmes parce que la publicité parfois noie les gens. C'est pour cette raison que les gens boivent les bières et en deviennent malades des cirrhoses de foie et tout, parce que tellement on leur présente beaucoup de bières à boire que certains n'ont même plus de goût. D'accord. Alors, on va aller rapidement avec les messages que nous envoient les téléspectateurs parce que le temps nous tient déjà à la gorge. Alors, de façon, parce que j'ai pris plusieurs messages et
La question qui revient toujours et toujours, c'est quoi le Kong et quelle différence fait-on entre le Kong et le Famla? Alors, on a dit déjà que le Kong, ça fait partie des sociétés secrètes et que les gens qui sont dans du Kong sont les gens qui fonctionnent dans le cadre de l'exploitation de l'homme par l'homme sur le plan occulte. Ça, on a déjà dit ça plusieurs fois. Si nous insistons avec des suites à donner à ces thèmes-là, c'est pour aboutir à la compréhension du Kong sur le plan mondial, c'est-à-dire sur l'ensemble des mécanismes que l'homme utilise sur la Terre pour assujettir son semblable. Alors, on a une autre question. Est-ce que adhérer à une société secrète, comme par exemple la Rose-Croix, le Famla, est-il normal? Et de laisser le christianisme, c'est-à-dire une fois qu'on est dans la Rose-Croix, le Famla serait-il normal et laisser le christianisme serait-il aussi normal? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas de bonnes connaissances de la Rose-Croix ni du christianisme parce que je ne suis ni un prélat dans le christianisme, ni un grand maître de la Rose-Croix. Ce que je sais, c'est qu'il y a des sociétés initiatiques qui initient les gens à s'auto-prendre en charge sur le plan spirituel et permettent à ce que les pouvoirs à l'état latent puissent se développer. Ces sociétés-là existent. Et un téléspectateur, effectivement, depuis Bédi, voudrait savoir effectivement comment arriver à ces sociétés. En fait, je vais dire comment, à évoluer, à faire évoluer son soi intérieur. Oui, les pouvoirs à l'état latent. Oui. C'est en s'initiant. Et l'initiation passe par des cours de métaphysique. Ces cours, on peut les trouver partout, même à l'église, pourvu qu'on sache lire la Bible par l'esprit de la lettre et non par la lettre. D'accord. On a Blake Pascal qui nous écrit depuis PK10 et qui a besoin d'aide parce qu'il dit « Je fais des couches de nuit presque tous les jours. Comment est-ce que je dois faire? Je veux votre aide. » Là, il va appeler hors antenne. Hein, parce qu'on ne peut pas expliquer les choses de couches de nuit dans une émission où nous parlons du Kong et des femmes là. Ça va faire aller dans tous les sens. Je crois que ça sera la dernière question. Peut-on être chef de village sans être sorcier? Non. Un bon chef du village, même un bon chef de l'État doit être sorcier. Sorcier dans quel sens, professeur? De la magie noire ou bien de la magie? Mais il doit avoir les atouts qui lui permettent de maîtriser son environnement. Parce que, vous savez, on est obligé d'avoir des conseillers de l'époque de David, et en passant par exemple, Daniel était, du moins, Élie était le prophète qui assistait le roi et qui lui donnait des conseils et tout. Et souvent, dans l'Antiquité, les mages étaient à des périodes des conseillers des rois. Jusqu'à d'autres périodes, les mages étaient combattus par certains rois qui voyaient que ces conseillers-là deviennent plus influents que lui-même le roi. Donc, on a toujours eu besoin des gens qui ont une possibilité d'utiliser leur troisième œil. Résultat, si vous êtes chef du village, soit vous aviez un conseiller qui voit mieux et qui est de bonne foi, hein, ou des conseillers, ou alors vous-même, vous allez vous mettre à l'école pour pouvoir développer votre troisième œil. Parce que vous aviez des gens à gérer et il faut les gérer honnêtement et droitement. Pas les gérer avec beaucoup de légèreté ou bien quand on vient avec un problème de sorcellerie, toi tu dis que la sorcellerie n'existait pas, foutez le camp avec cette histoire-là parce que tu es chrétien. D'accord. Alors, professeur, la toute dernière question, à quand, parce que là on a vraiment la toute dernière, à quand réellement le Kong et le Famla? C'est-à-dire différence comment... le Kong et le Famla, c'est la même chose. C'est les appellations qui nous manquent. On aurait dû appeler ces mots-là en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas le bon mot en français qui veut dire Kong et Famla. Kong ou Famla. D'accord. Voilà.
Alors, c'est la même chose. Je crois que nous allons nous quitter, professeur, parce que le temps qui nous a été donné est déjà terminé. On va dire au revoir à nos téléspectateurs en leur souhaitant de passer une excellente soirée. Et merci pour votre attention. On se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2.